modèle économique et emploi. On m'a laissé la parole en premier. Bonjour à tout le monde. C'est un exercice avec lequel je ne suis jamais à l'aise. Pascal le sait très bien. La première fois qu'il m'a invité à Yamoussoukro, je lui ai demandé qu'est-ce que je fais là. Je n'ai pas la moyenne d'âge des personnes qui sont présentes. Je ne suis pas dans le secteur public, je ne fais pas de politique. Je suis très loin des multinationales. Il m'a dit, bon, viens revoir. Donc j'étais à Yamoussoukro, j'ai vu. Je suis très contente qu'il m'ait réinvité aujourd'hui. Juste pour dire que moi, c'est Aïssatou Leblanc. Voilà. Je ne fais pas de politique. Tout ce qu'on a débattu depuis ce matin, je ne suis pas économiste non plus, je suis financière plutôt. Je me définirais plutôt comme un entrepreneur, on va dire. Je suis entrepreneur. Après une dizaine d'années de carrière dans des fonds d'investissement à l'étranger, j'ai décidé à un moment qu'il était temps, moi aussi, que je joue ma partition sur l'Afrique. Donc j'ai quitté les fonds d'investissement pour lesquels j'ai travaillé pour monter ma propre société d'investissement. Ça s'appelle M&A Capital. Non pas parce que j'avais l'impression que les fonds ne servaient à rien, bien au contraire. Je suis contente qu'il y ait des fonds d'investissement qui soutiennent le secteur privé en Afrique, qui investissent dans des petites entreprises, dans des petits PME, parce que le secteur des PME, c'est ce qui crée l'emploi. Mais c'était surtout, après avoir investi en Asie, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, je suis un peu restée sur ma faim. Les fonds d'investissement font de beaux PME, de belles PME partout, mais je n'avais pas de multinationales africaines, je n'avais pas de TI, je n'avais pas de grandes entreprises africaines. On les compte sur les doigts. Avec des amis, on a trouvé qu'il fallait que nous, on vienne aussi, qu'on mette la main à la poche. C'est bien de demander aux bailleurs internationaux, aux étrangers de venir financer l'Afrique, mais ce n'est pas leur job, ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas à eux de le faire, c'est à nous de le faire. Et ça, j'en suis de plus en plus convaincue tous les jours sur le terrain. Je suis contente d'être là parce qu'on parle d'emploi, on parle des jeunes, on parle de la formation et ça c'est ma réalité sur le terrain tous les jours. Qu'on soit à Douala, qu'on soit à Kinshasa, qu'on soit à Abidjan, qu'on soit à Dakar, il y a une chose qui est vraie. On n'a pas besoin que la Banque mondiale ou le PNUD nous sortent des rapports pour nous dire que la population africaine, la jeunesse qui a moins de 25 ans, c'est 65%. Qu'il y a 600 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi. On n'a pas besoin de ça. Il suffit juste de passer dans les rues de Sandaga, d'aller à Douala, de sortir d'or et de voir cette jeunesse africaine qui est d'or. Elle est d'or, pourquoi? Au niveau des facs, des universités, des écoles. Et elle est vraiment dans la rue. On n'a pas besoin qu'on nous l'écrive. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait pourquoi les États ne nous donnent pas d'emploi. Ce n'est pas leur job. Ils n'en ont pas les moyens. Si on retourne quelques années avant, tout le monde était fonctionnaire. Tu finis ton cursus universitaire, il y a un poste de fonctionnaire qui t'attend. Aujourd'hui, on est beaucoup trop nombreux. Il n'y a aucun État en Afrique qui est capable de pourvoir à tous ces emplois. Le secteur public ne peut pas le faire. Il n'a pas les budgets, il n'a pas les moyens, ce n'est pas son job. C'est le job du secteur privé. Maintenant, quand je parle du secteur privé, je ne parle pas des grandes multinationales, ce n'est pas eux qui créent l'emploi. L'emploi, c'est les petites PME qui les créent, c'est les startups, c'est les ETI, c'est les petites entreprises. Et malheureusement, pour ce secteur privé dont je fais partie, nos politiques publiques sont des politiques de fiscalité de porte. Ils ne nous soutiennent pas. On n'a pas des politiques qui financent les PME, les petites entreprises, les moyens qui créent les emplois. C'est à nous de le financer. Je ne dis pas que tout le monde doit être entrepreneur, non. Certains sont faits pour ça, d'autres non. Mais on doit soutenir ce secteur privé pour qu'il crée de l'emploi. Maintenant, on est dans une équation où il y a 600 000 jeunes qui arrivent sur le monde de l'emploi. On sait que le secteur public ne peut pas le faire, c'est le privé de le faire, c'est les PME de le faire. Et les gens diront que c'est une notion de risque, si je prends d'un côté sur le nombre de jeunes qui arrivent. Moi, je le vois plutôt en comment mitiger ce risque et le transformer en opportunité. Parce que c'est plutôt comment le transformer en opportunité, parce qu'on est capable de le faire. L'équation, c'est, de mon point de vue, qui n'est pas une science infuse. Je ne suis pas professeur, je parle juste de mon expérience sur le terrain. L'Afrique, sa croissance n'est pas tirée par l'exportation. Notre croissance n'est pas tirée parce qu'on exporte des grands trucs qui nous amènent plein d'argent. La croissance est une croissance intérieure. Elle est tirée par la consommation des ménages. Donc ce qu'on mange, ce qu'on achète, ce qu'on consomme. Comment transformer ça pour que le secteur privé puisse créer plus d'emplois? C'est plutôt dans cette dynamique que je m'inscris. Je ne crois pas à l'État. Je suis juste sûre et certain que nous tous, nos forces réunies, on est capable d'avoir une force vive à côté qui fera pression et qui changera les choses et que les États devront s'y conformer à un moment ou à un autre.
il y a une chose qui est vraie dans un pays. Il faut qu'on mange, il faut qu'on boit, il faut qu'on nourrisse cette population-là. La classe moyenne, elle consomme. Donc, à partir de ces données-là, c'est est-ce qu'on continue à importer ce qu'on mange, à l'acheter à l'étranger, bien fait, nous amener des produits prêts qui ne créent pas d'emploi, ou bien est-ce que nous-mêmes, on va soutenir les régions, soutenir nos territoires, regarder qu'est-ce que produit chacune de ces régions, essayer d'accompagner ces petits producteurs-là pour produire plus, mais au-delà de produire, est-ce qu'on va industrialiser? Il faut qu'on arrête de mettre nos matières premières dans des conteneurs qui partent à l'étranger, parce que tant qu'on industrialise pas, on ne créera pas d'emploi. Ça, j'y crois. Ça, j'y crois énormément et à notre petite échelle, c'est ce que l'on fait dans différentes régions, des GI à Saint-Louis, à Faoun, dans d'autres régions, au Cameroun, on en fait aussi au Kenya. On accompagne des petits producteurs, on achète leur production, on crée des unités industrielles, on les transforme, parce qu'il faut qu'on transforme. Quand on va réussir à avoir cette industrie forte, qu'on va transformer nos matières premières, qu'on va faire des produits finis, non seulement ces questions de santé dont on parlait tout à l'heure, on pourra y répondre parce qu'on a une traçabilité de ce qu'on mange, d'où ça vient. On mettra, allez dans n'importe quelle région en Europe, ils sont tous spécialisés dans un produit. Vous allez à Bordeaux, on parle de leur vignoble. Vous allez aller dans le Midi, on va parler d'autres choses. Ici, on est incapable de mettre en valeur nos régions, on est incapable d'y créer des emplois. Si on ne le fait pas, on ne retiendra pas ces jeunes dans les régions dont ils viennent. Donc, on est obligé de passer par là. À partir de ce moment-là, le secteur tertiaire, c'est très bien, mais s'il n'y a pas de secteur industriel, il n'y a pas de secteur tertiaire. Quand on réussira à industrialiser, à avoir des industries dans les différents secteurs, parce qu'on importe tout. Regardez ce que vous mangez au petit déjeuner, par exemple. Les Sénégalais adorent le ndéki le matin. Le pain, on l'importe, parce que la farine, il ne vient pas d'ici. Le lait, on l'importe. Qu'est-ce qu'on a dedans? Il n'y a que le sucre. Sauf que le sucre est en état de monopole dans ce pays. Donc, à partir de ça, tout ce que vous consommez dans votre petit déjeuner, il n'y a rien qui enrichit ce pays ou qui fait travailler une entreprise de ce pays. C'est juste du trading. Sauf que le trading, ce n'est pas dans nos poches que ça rentre. C'est des entreprises qui l'amènent, qui nous vendent et que le bénéfice et la valeur ajoutée repartent ailleurs. Si nous-mêmes, on veut faire ce que l'on mange, transformer nos produits, les vendre ici, on créera tout ce secteur industriel qui petit à petit fera que la logistique va suivre, l'énergie va suivre. Parce qu'il faut arrêter de croire que c'est l'État qui doit tout faire. L'État ne doit pas tout faire. Si j'ai 4-5 petites unités industrielles dans une région donnée, si elles n'ont pas d'électricité, un moment ils mettront entre la main à la poche et feront ce qu'il faut. Petit à petit, eux-mêmes ont besoin de transporter, donc il y aura une société de logistique naturellement avec une petite PME qui va se mettre en place. Petit à petit, eux-mêmes ont besoin de maîtriser leur chaîne de froid, on va avoir des capacités de stockage. Donc, le secteur tertiaire sans industrie ne peut pas exister. On parle des banques, je vois qu'il y a beaucoup de sociologues, beaucoup d'historiens, j'ai beaucoup de respect pour tout ça. Ce que je constate sur le terrain, c'est qu'on a un déséquilibre entre les formations qui sont proposées par les écoles et vraiment le besoin sur le terrain des entreprises. Maintenant, l'autre question aussi que je vais aborder là, c'est le fait qu'on a des grandes entreprises qui aujourd'hui ont besoin de se mettre à l'heure 2.0. Sauf que pour le faire, ils vont aller chercher des consultants internationaux qui vont venir leur faire des applications, alors qu'on a énormément de jeunes à gauche, à droite qui sont très très bons dans ces métiers NT, les incuber, les faire travailler sur d'autres modèles qu'on a vus ailleurs, où la ville de Paris, par exemple, va les faire travailler sur réfléchir aux nouveaux modes de transport, c'est des choses qu'on peut faire. Je ne dis pas de dupliquer ce qui se passe ailleurs, de l'amener ici, parce que c'est tout notre problème. Nous, en tant que Sénégalais, on est des bons colonisés. L'idée, c'est de dire qu'est-ce que nous, on a besoin, et c'est à nous de construire notre propre modèle. Je vais beaucoup parler, je vous remercie beaucoup. Continuer et par nature, ce qui fait la force de ces dynamiques, c'est dans le secteur privé, on veut faire les marques, on veut franchir une frontière. Vous voyez tous les groupes nationaux qui ont réussi, ils ont créé. Donc, on a cette tendance naturelle au développement et au cross-boarding. Et je dirais que là se trouve la justification fondamentale de cette notion d'intégration régionale. Aujourd'hui, en Europe, vous avez 70% des relations qui sont faites entre les pays européens. Et c'est ça qui a fait les 30 glorieuses de l'Europe. Ici, vous avez 16%, c'est-à-dire rien du tout, c'est la plus basse région. L'économie est complètement extravertie, comme elle l'a expliqué. Et donc, l'équation gagnante,
celle qui est totalement à la portée, c'est que non seulement ce n'est pas le modèle rentier, si je puis dire, exportation de matières premières, sur lesquelles on s'aperçoit que l'État aujourd'hui, avec peu de recettes fiscales, n'arrive pas à assumer, c'est créer de la richesse, créer une économie endogène, comme on vient de l'expliquer. Et à partir du moment où vous raisonnez en termes endogènes, c'est là où le facteur démographique est un facteur positif. Ça devient tout de suite un facteur positif parce que, comme l'expliquait Aïssatou, c'est ça la dimension du marché. C'est pour ça que tout le monde lorgne sur l'Afrique aujourd'hui. Mais pourquoi ça serait l'extérieur qui en profiterait et ça ne serait pas l'intérieur avec tous les problèmes qu'on a? C'est l'intérêt de tout le monde, même des gens de l'extérieur. Donc, on assiste donc, et c'est ça que vous trouverez en démonstration dans le livre, que tout est possible. Il faut simplement changer de modèle, de passer d'un modèle rentier à un modèle d'entreprise. Il faut que l'État comprenne que sa richesse, c'est les Aïssatou. C'est ça. Attends, je termine juste pour dire... Non, mais c'est pour... Je vais parler maintenant, je vais passer la parole. Mais il y a aussi le problème du cadre régional, parce qu'aucun pays n'émergera tout seul. Et je donne la parole à Tidiane, sur lequel j'attends beaucoup aussi. Et devant laquelle tu me places, c'est que je parle après deux généraux, après de brillants experts, et surtout après la brillante intervention d'Aïssatou qui maîtrise parfaitement ces sujets, mais qui fait ce travail avec beaucoup de passion et avec beaucoup de résultats. On a beaucoup parlé depuis ce matin de choses très intéressantes. Je ne vous fatiguerai pas avec de la théorie économique. Je commencerai simplement par vous raconter une histoire. Et à la fin, je pense pouvoir déboucher sur le concept qui peut être le plus englobant et qui peut plus ou moins servir de fil conducteur ou de lien entre tout ce qu'on vient de dire sur le changement du modèle économique que certains appellent la transformation structurelle. Quelle est l'histoire que je veux vous raconter? C'est la suivante. Il y a à peu près 3 ans, je suis allé à l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement à Kigali, au Rwanda. Et à cette assemblée, il y avait un panel dont le titre, c'était « Where are the jobs ?» Où se trouvent les emplois? Et il y avait 2 chefs d'État, il y avait celui du Sénégal, le président Macky Sall, le président Paul Kagame du Rwanda, il y avait Mo Ibrahim et la présidente de l'Union africaine pour répondre à cette question facile qu'on aurait pu vous poser dans vos classes, où se trouvent les emplois? Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont dit ce qu'ils étaient en train de faire dans leur pays, pour répondre à cette question et dire où se trouvent les emplois, parce qu'on n'en trouve pas en Afrique. Et l'histoire que j'avais racontée ce jour-là, lorsqu'ils nous ont donné la parole, c'était de leur dire qu'un an auparavant, je m'étais retrouvé au Rwanda. Pas au Rwanda, je m'étais retrouvé au Vietnam. Parce que j'étais dans une équipe de l'Organisation de la francophonie qui élaborait la stratégie économique francophone, celle qui avait été adoptée à Dakar en 2014. Alors, entre autres choses que nous avons faites au Vietnam, nous avons visité des usines qui transformaient un certain nombre de choses. Et je prends seulement un exemple que j'aime bien à raconter, c'est la transformation de la noix d'anacarde. Vous voyez souvent dans les rues de Dakar des jeunes qui vendent cette noix. Je ne sais pas si vous l'aimez ou pas, mais l'anacarde a une histoire et elle a certainement aussi un avenir. Alors, la plus petite usine de transformation d'anacarde que j'ai visitée au Rwanda, elle emploie 1000 personnes. Au Vietnam, excusez-moi, je suis un peu rwandophile quelque part, et vous savez tous pourquoi. Au Vietnam, cette entreprise emploie plus de 1000 personnes que je suis allé voir moi-même dans les hangars de toutes ces petites mains qui transformaient la noix, etc. L'entreprise transforme annuellement 20 000 tonnes de noix. Le Vietnam en produit 500 000 chaque année, transformées intégralement au Vietnam. Et le Vietnam importe entre 300 et 400 000 tonnes du marché international, transformées également dans le pays. Qu'est-ce que cela signifie? Et ça rappelle une leçon que l'ancien Premier ministre de Malaisie, Mohamed Mahathir, a donnée aux Africains lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que la Malaisie a fait pour se transformer. Il a dit, entre autres choses, importez les matières premières que vous n'avez pas, transformez-les chez vous et vendez-les sur le marché international. Mais nous, en Afrique, nous n'avons même pas besoin d'importer les matières premières puisque nous les avons. Et ce que je viens de dire sur la noix d'anacarde, c'est que là où l'Inde importe, l'Inde transforme 100% de sa production d'anacarde, qui était première et surpassée maintenant par la Côte d'Ivoire, qui est devenue première productrice mondiale. L'Inde transforme 100% et importe d'Afrique. Le Vietnam transforme 100% et importe d'Afrique.
Si vous mettez le cumul de ce qu'il crée en emploi, rien qu'au Vietnam, c'est plus de 25 000 emplois sur la noix d'anacarde. Pour l'Inde, c'est des centaines de milliers d'emplois, rien que sur cette spéculation. Mais en Afrique, qui est passé premier producteur mondial d'anacarde, la Côte d'Ivoire étant le premier producteur de la sous-région, mais du monde, on exporte 95% de la production. Et il y a moins de 5% qui sont transformés localement. Vous allez au Sénégal, au sud du Sénégal, on produit à peu près 20 000 à 30 000 tonnes. Une bonne partie vient de Guinée-Bissau d'ailleurs. Vous ne trouvez pas plus de 10 emplois décents. Comment vous pouvez créer de la valeur? Comment vous pouvez créer des emplois dans votre pays si vous exportez en même temps la main-d'œuvre? Parce que si vous exportez vos matières premières, vous exportez en même temps l'emploi. Donc la réponse que j'avais donnée à nos chefs d'État, c'est de leur dire les emplois que vous cherchez en Afrique sans les trouver, ces emplois sont en Asie. Et ils iront de plus en plus en Asie. Tant que vous continuerez à vendre ce que j'ai dit sur l'anacarde est valable pour le coton. Si vous prenez un t-shirt fabriqué avec du coton africain, il y a à peu près moins de 14% qui va entre le producteur de coton et l'usine d'égrenage qui est souvent en Afrique. L'usine de confection du t-shirt qui est en Turquie, en Chine ou ailleurs, c'est plus de 38% de la valeur du coton. Ensuite, après, c'est les traders qui se partagent le reste. Donc, tout ce que l'Afrique gagne sur un t-shirt dont le coton est cultivé en Afrique, c'est moins de 15%. Vous ne pouvez rien faire avec ça. Si vous allez au Libéria, vous trouverez la plus grande plantation au monde d'EVEA. L'EVEA, c'est le caoutchouc, c'est les pneus des voitures. Mais il suffit de regarder les pneus des voitures à Monrovia pour vous rendre compte de ce qu'ils en font ou n'en font pas. Vous prenez le cacao, c'est comme ça, vous prenez, etc., etc. Et si ce modèle économique ne change pas, on sera encore en 2050, là où l'Afrique aura 2 milliards. Aujourd'hui, nous sommes 1 milliard 200 millions d'habitants en Afrique. Nous devrions être 2 milliards et quelques en 2050. Si le modèle économique ne change pas, les Africains qui viendront après nous seront là à dire les mêmes choses et à parler des mêmes défis et des mêmes contraintes. Pourtant, les solutions existent. Et c'est là la passerelle avec ce qu'Aïssatou vient de dire. Il est parfaitement possible de transformer les produits localement. Et ça change complètement le modèle. J'ai regardé avec la NACARD que si on veut développer la filière, par exemple, au Sénégal, une unité qui peut transformer à peu près 5000 tonnes par an, elle ne coûte pas plus de 200 millions de francs CFA. Une unité automatisée totale. On peut en avoir en Casamance, au Kolda, un peu partout dans le pays. Et je ne parle pas de toutes les autres productions. Alors, mais ça, qui peut me dire que dans un État sérieux, il n'est pas possible de monter 4 ou 5 projets qui transformeraient 20 000 tonnes dans différentes régions? Et l'exemple que j'avais donné à cette fameuse conférence de Kigali, qui a fait sourire les présidents et fait rire la salle, c'était de leur dire, pour chaque voyage d'un président de la République, peut-être qu'il dépense plus que ce qu'il aurait été nécessaire pour faire une usine de transformation de cajou. C'était juste pour leur dire que c'était possible. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Ceux qui se sont transformés, ce sont les donner les moyens de le faire. Et je vais vous dire quel est le potentiel africain. Je vais en finir après à ce niveau-là. La Banque mondiale, dans ses études, a montré que rien que le secteur de l'agroalimentaire, de la transformation agroalimentaire, de toutes les petites unités que vous voyez à Dakar, qui commencent d'ailleurs à prendre un peu plus de plus en plus d'importance, ce qui est une très très bonne chose. D'ici 2030, c'est-à-dire demain, 2030 c'est dans 12 ans, le marché de l'agroalimentaire, rien que sur le continent africain, ce sera plus de 1000 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. Nous avons deux choix. Ou nous mettons en place les bonnes politiques et les bonnes mesures d'incitation, accompagner les petites et moyennes entreprises pour capter ces rentes. Et si nous ne le faisons pas, c'est le capital international et les grandes multinationales qui le feront. Parce que le monde est ouvert, nous ne pourrons pas les empêcher de rentrer chez nous. C'est comme les Auchan, c'est comme les Cargill, c'est comme les... Tout le monde viendra, si vous ne mettez pas les bonnes politiques, ils viendront capter cette rente. Parce que lorsque je vous dis le coton, le cacao, la banane ou les autres choses en Côte d'Ivoire, ce sont les grandes multinationales qui transforment. C'est seulement dans l'anacarde que la Côte d'Ivoire commence à se doter des bonnes politiques pour dire je ne peux pas laisser toute cette rente sortir ou la laisser entre les mains de multinationales, il faut que le pays aussi gagne quelque chose. Ça commence et on a de toutes petites bonnes nouvelles. Il y a des petites réussites. J'étais récemment à Genève au forum de l'Organisation mondiale du commerce
Et j'ai donné un exemple que j'aime souvent donner également. Je disais que Nestlé, je ne fais pas de publicité, mais Nestlé qui est vieille de plus de 150 ans, est presque battu au Sénégal, en tout cas c'est sûr, et c'est le cas de plus en plus dans d'autres pays africains, par une petite unité industrielle sénégalaise qui s'appelle Patisen. Patisen est en train de battre Nestlé dans tous les bouillons, les cubes les Jumbo, les Adja, les Mami, etc., que vous retrouvez dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'était un marché qui était totalement entre les mains des grandes multinationales. Aujourd'hui, de petites firmes commencent à émerger. C'est pour vous dire que les chaînes de valeur commencent à se construire, à se structurer. Il est possible de les accompagner par de bonnes politiques de nos États qui comprendront le marché africain. Et le marché africain est un marché phénoménal. Ça me permet, Pascal, de faire ce lien et de m'en arrêter là avec une réunion qui se déroule actuellement à Dakar sur la zone de libre-échange continentale. Pour la première fois, parce que l'Afrique, par la poussée du secteur privé, des sociétés civiles et autres, les chefs d'État commencent à comprendre le potentiel du marché africain et à donner les réponses appropriées qui étaient attendues d'eux depuis très longtemps. 44 pays africains ont signé en mars dernier à Kigali la première zone de libre-échange continentale. À l'Afrique, c'est plus d'1 milliard c'est 2500 milliards également de PIB pour ce marché régional africain. Qu'est-ce que ce marché donne comme potentiel? Si nous transformons au Sénégal, et je dis souvent d'ailleurs aux promoteurs du plan Sénégal émergent, lorsque j'ai vu une fois la publicité qui disait « Venez investir au Sénégal, vous allez développer vos entreprises », je leur disais « Il faut rajouter dans cette publicité que nous vous donnons un marché sous-régional CEDEAO de 300 millions d'habitants, mais nous vous donnons un marché africain de plus d'1 milliard d'habitants. » Parce qu'une multinationale qui vient s'installer au Sénégal, ce n'est certainement pas pour 14 millions d'habitants. Une entreprise sénégalaise qui commence à croître, elle va plus vite si elle peut vendre à 300 millions plutôt qu'à 14 millions. C'est ça le sens de l'intégration. Il l'a dit tout à l'heure, si vous faites la géographie du développement dans le monde, vous vous rendez compte que les parties du monde où le commerce intra-régional est le plus développé sont également les parties qui ont le niveau de développement le plus élevé. Il a montré l'exemple de l'Union européenne, qui commerce intra-européen à plus de 60%. Vous allez en Amérique du Nord, c'est également la même chose. En Asie du Sud-Est, ils font très bien, mais en Afrique, on est à moins de 15%. Dans la CEDEAO, bon an, mal an, on est à 15-16%. Donc, construire un marché fort donne du potentiel à toutes ces petites et moyennes entreprises qui commencent à essaimer pour trouver les moyens de vendre plus, développer des chaînes de valeur, les structurer et aller au-delà des frontières. Donc, des solutions existent, elles sont disponibles, des réponses existent et je crois qu'il faut maintenant y croire et donner, faire en sorte que les politiques qui sont chargées d'élaborer la vision qui doit encadrer notre développement, de mettre en place des politiques sectorielles conformes à nos intérêts, parce qu'on dit souvent qu'il faut penser hors de la boîte. Il y a une sorte de boîte à penser qui est là depuis probablement l'indépendance, où le modèle qui avait été construit était construit par les puissances coloniales. Et c'était normal à l'époque, parce que c'était les puissances dominatrices qui avaient fait la promotion de la production de matières premières pour les industries qui étaient dans les métropoles en France, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Et c'est ce que nous avons continué dans la période post-coloniale parce que nos États n'ont pas eu ou le courage quelquefois, ou l'intelligence, ou la technique ou autre de changer ce modèle parce qu'il y a des résistances, c'est l'intérêt vital national. Aucun pays au monde ne viendrait fermer ses usines ici ou chez lui pour nos beaux yeux. Ils viendront toujours essayer de prendre les matières premières pour les transformer chez eux. Les Chinois ne sont pas en Afrique pour nos beaux yeux. Ils sont ici pour chercher des matières premières pour des usines qui se trouvent en Chine. Tant que nous ne changeons pas le modèle... On a débattu de ces éléments-là. La deuxième journée, on a essayé de rentrer dans le concret de la CEDEAO. Parce que c'est bien beau de parler, mais qu'est-ce qui va se passer? Et vous vous rendez compte, effectivement, que la bonne politique qui est nécessaire pour ce développement-là pose des problèmes que vous trouvez dans les journaux et sur lesquels on politise extrêmement ces problématiques, alors que la solution hors de politique est tout à fait simple et non chargée. Simplement, elle dérange les intérêts. Il faut le savoir. Et il faut savoir que ça ne se fera pas tout seul, parce que, comme on le disait, c'est des modèles hérités de certaines habitudes
et que certaines personnes sont quand même dans ces habitudes-là, ont des intérêts, et que je vais vous donner juste la liste des choses que nous recommandons, et vous verrez à quelle hauteur les problèmes se posent, et pourquoi on a pris ces positions-là. Ça veut dire que les jeunes qui comprennent ces questions-là seront déterminants, parce que les jeunes, c'est quand même eux qui font les élections, n'est-ce pas, et qui le feront de plus en plus. Alors, je vous cite juste ces 5 points. La CEDEAO, vous verrez dans le document, la CEDEAO, vous le retrouvez, même pas la peine de noter, c'est bien explicité. La CEDEAO est devant 5 choix stratégiques décisifs. Et voilà les recommandations que nous avons faites. Premièrement, premier choix stratégique, je ne reviens pas là-dessus, mais il est très important, bâtir une vraie politique agricole commune au niveau de la région. Voilà. C'est-à-dire qu'aucun de ces pays... Enfin, il est parfaitement possible d'avoir des protections intelligentes, raisonnables pour les produits clés. Ce n'est pas... Tous les pays se sont construits comme ça. L'Europe a bien marché jusqu'à quand elle avait la politique agricole commune. Bon, la deuxième chose, ça va vous faire résonner dans les oreilles. Kakono Boubko fait aussi partie de notre groupe, ça ne vous étonnera pas trop, c'est oser l'évolution du franc CFA. Pourquoi ? Parce que la monnaie, il ne faut pas que ça soit un tabou. La monnaie, elle fait partie d'une politique commune. À partir du moment où on veut rendre plus compétitifs les productions locales, on est obligé d'avoir une monnaie qui reflète la réalité de l'économie et qui favorise les produits nationaux. C'est-à-dire que si le CFA se dévalue légèrement, forcément, les produits importés seront plus chers et les produits locaux seront mieux placés sur un plan même du portefeuille de la ménagère et donc de l'emploi, de l'agriculture, etc. C'est ça le CFA. Hein. Donc, la politique monétaire doit s'inscrire dans une politique globale. Troisième choix stratégique, et vous lirez, c'est assez bien expliqué, je crois. Troisième choix stratégique, prudence concernant l'éventuelle rentrée du Maroc dans la CEDEAO. Alors là, ça fait c'est pas tout à fait un discours officiel, où on a beaucoup de prudence dans ce discours officiel. Pourquoi ? Pour la raison suivante, c'est que la notion de temps, elle a été évoquée par Aïssatou et tout ça, c'est-à-dire que on est dans un processus. On sait où on veut aller, mais ça prend du temps à construire. Mais ça prend beaucoup moins de temps qu'on le croit. C'est-à-dire que si on laisse ces jeunes pousses se développer, et elles sont partout, je dirais dans la région, si on leur donne si l'État, au lieu de les considérer comme des concurrents, si je puis dire, ou pas, enfin, vous connaissez les problèmes qu'il peut y avoir avec le rapport avec le secteur privé, si au contraire il joue son secteur, s'il joue son secteur privé, d'ici 10 ans, comme le disait il y a 20 ans, il n'y avait aucun Africain dans le secteur privé, dans 10 ans, le marché émergera réellement et les emplois seront là. Donc ce n'est pas un horizon absolu, mais il ne faut pas vouloir aller plus vite, mais il faut prendre la bonne politique. Or, le Maroc, qui a une avance, qui a le plan Maroc vert depuis longtemps, qui subventionne son agriculture, recréer des conditions dissymétriques. Moi, je trouve que quand on voit la pomme de terre ici sénégalaise, qui est excellente, ou guinéenne, et qu'on importe avec qualité, Dutch quality, les pommes de terre, vous êtes tous amateurs de frites, j'imagine, elle n'a absolument aucun rapport, elle est bien meilleure localement. Bon, donc il est parfaitement possible d'avoir, et ne pas laisser... Alors, ça ne veut pas dire qu'on est contre le Maroc. Le Maroc fait partie du plan de l'Union africaine. On est dans cette logique, mais il faut laisser le temps au temps. Il faut que chaque région ait le temps pour se construire. Bon, on ne parle pas... par une politique de protection intelligente et de favoriser le secteur privé local. Et donc, c'est aller à l'union. Il peut y avoir différents niveaux de concertation, ce qu'on appelle je dirais, qu'ils disent sur l'Union européenne, la préférence communautaire. Donc, il faut laisser déjà à la CEDEAO le temps de se construire. Et donc, par là, le Maroc, oui, mais comme investisseur, transférant ses technologies, et non pas comme concurrent pour battre les produits locaux, donc protection, etc. Et dernier point, non, 2 autres points, renforcer l'intégration avec le Nigeria. Comme on le disait tout à l'heure, le Nigeria, ça va devenir la 3e population du monde. J'ai bien compris ça.
Ça va devenir la 3e population du monde. Le Nigeria est dans la CEDEAO. Il ne faut pas avoir peur du Nigeria. Il faut sortir de la situation de confort. Ils ont tous, au niveau de la même région, on a tous intérêt à commercer ensemble. Et donc, cette idée comment dirais-je, de sortir de sa zone de confort, et ça, les jeunes peuvent le faire, parce que les jeunes n'ont pas de problème, les jeunes éduqués n'ont pas de problème avec les langues. Et le dernier point, c'est renégocier les APE sans état d'âme, parce que, et ça, Cheikh Tidiane est un des grands spécialistes qui a beaucoup aidé la CEDEAO à défendre ses intérêts. Les APE, c'est quoi? Les APE, c'est des accords entre l'Europe et l'Afrique. Simplement, ces accords, ils ont été faits à une manière un peu ultralibérale dont l'Europe aujourd'hui se mord les doigts et vous voyez comme l'Europe est attaquée. Donc l'idée, c'est de développer, si vous voulez, par rapport aux APE, de le renégocier en disant, vous Européens, vous avez intérêt à ce que l'Afrique sorte de sa pauvreté. Parce que sinon, elle deviendra un pouvoir d'achat pour vous, pour vos produits. Mais laissez-la construire son intégration régionale et au contraire, facilitez-la. Donc tout ça passe par une vision commune et les jeunes peuvent être, à partir du moment où vous êtes convaincus, voir que c'est ça la vision. Pour diriger les questions-réponses, reste là. C'est ça la vision dont ont besoin les fameux jeunes dont on parlait, qui a du sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et Pascal a terminé le deuxième cours. Moi, je voulais dire...